Ségolène Royal avance toujours comme si la lumière l'avait blessée autant qu'elle l'avait couronnée. En 2007, elle devient la première femme à atteindre le second tour d'une présidentielle française avant de tomber face à Nicolas Sarkozy. Mais derrière cette défaite historique, une autre scène se fissure déjà. 30 ans de vie avec François Hollande, 4 enfants, aucun mariage, et un silence que Paris n'allait pas tarder à transformer en rumeur. Que restait-il alors de Ségolène Royal? L'icône, la combattante ou la femme trahie? Elle vient d'un monde où l'on apprend très tôt à ne pas baisser les yeux. Avant les plateaux de télévision, avant les meetings, avant cette silhouette blanche qui traversera la campagne présidentielle comme une promesse, Ségolène Royal fut une jeune femme décidée à ne pas laisser les autres écrire sa place. À 19 ans, elle attaque son propre père en justice. Ce n'est pas un détail biographique, c'est une matrice. L'autorité, même familiale, ne l'intimide pas. Elle réclame pour sa mère, pour les enfants, pour ce qu'elle estime dû. La procédure dure, isole, mais elle gagne. Dans cette victoire intime se dessine déjà une méthode, tenir, même quand la maison tremble. Vient l'ENA, cette fabrique française du pouvoir où l'on apprend autant à gouverner qu'à se reconnaître entre héritiers de l'État. Ségolène Royal y entre avec son intelligence froide, son ambition nette et cette façon de paraître douce tout en refusant de céder. Dans les couloirs de l'école, elle croise François Hollande. Lui a l'ironie souple, l'art des réseaux, une bonhomie qui désarme. Elle a l'élan, la gravité, le goût de la bataille. Le couple se forme comme une alliance de deux tempéraments politiques. L'un contourne, l'autre avance. L'un amortit, l'autre tranche. Qui pouvait deviner que leur histoire deviendrait l'un des romans les plus commentés de la République? Ils ne se marient pas, par choix, par conviction, par défi peut-être à une bourgeoisie dont ils connaissent les codes, mais refusent les symboles. Pendant près de 30 ans, ils partagent un toit, une carrière, une famille. 4 enfants naissent: Thomas, Clémence, Julien et Flora. À l'extérieur, l'image est solide. 2 figures socialistes, 2 ambitions qui montent, 2 vies publiques qui s'entrelacent sans jamais se confondre totalement. Mais dans ce genre de couple, la politique n'est jamais seulement un décor. Elle entre dans les horaires, dans les silences, dans les rivalités feutrées. Elle se glisse à table, dans les absences, dans les applaudissements que l'un reçoit et que l'autre mesure. Ségolène Royal, elle, refuse d'être l'ombre de qui que ce soit. Dans un univers longtemps gouverné par des hommes qui parlent fort et se cooptent entre eux, elle impose une autre présence, plus verticale, plus instinctive, plus risquée. Certains la trouvent lumineuse, d'autres la jugent trop sûre d'elle, trop personnelle, trop théâtrale. Elle peut séduire une salle et l'agacer dans le même mouvement. Est-ce de l'autorité, de l'orgueil, ou simplement la rançon imposée aux femmes qui osent vouloir le sommet? Au fil des années, sa carrière se densifie. Elle devient présidente de Poitou-Charentes, bâtit un territoire politique à son image, mélange de proximité, d'écologie et d'éducation. Mais à mesure que sa popularité grimpe, les regards deviennent plus durs. On lui pardonne moins ses imprécisions, ses formules, ses intuitions. Là où un homme aurait été qualifié d'audacieux, elle est parfois renvoyée à l'amateurisme. Puis arrive 2006, et avec lui ce moment rare où une trajectoire personnelle devient une secousse nationale. Ségolène Royal n'est plus seulement une élue socialiste parmi d'autres. Elle devient une possibilité. Dans les sondages, dans les conversations, dans les rédactions, son nom circule avec une intensité nouvelle. La gauche, encore marquée par ses défaites et ses querelles internes, découvre qu'une femme peut incarner non pas un symbole décoratif, mais une candidature de conquête. Sa victoire à la primaire socialiste a quelque chose d'un basculement. Elle ne vient pas seulement battre des hommes, elle dérange une grammaire ancienne du pouvoir. Elle parle de démocratie participative, de morale publique, d'ordre juste. Ces mots intriguent, séduisent, irritent. On l'accuse de flou. Elle répond par l'intuition. On lui reproche de ne pas entrer dans les cases. Elle fait de ce déplacement une force. Mais dans une présidentielle, l'intuition ne suffit jamais longtemps. À mesure que la campagne avance, la lumière devient plus cruelle. Face à Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal se retrouve dans une arène où chaque chiffre devient une arme. Lui affiche une maîtrise technique, une agressivité calculée, une promesse d'efficacité. Elle cherche l'élan,
la relation directe avec les Français, l'idée d'une France plus attentive, plus sociale, plus digne. Mais les questions sur le coût de ces propositions reviennent, insistantes. Combien? Comment? Avec quel financement? Parfois elle esquive, parfois elle temporise, et peu à peu, ses adversaires installent une image dangereuse, celle d'une candidate inspirée, mais insuffisamment armée. Était-elle vraiment impréparée? Ou paie-t-elle surtout le prix d'un procès réservé aux femmes ambitieuses? La question demeure. Car autour d'elle, les critiques ne portent jamais seulement sur son programme. Elles touchent sa voix, ses vêtements, son ton, son autorité, son sourire, son rôle de mère. Tout devient matière à jugement. Même sa manière d'exister semble devoir être justifiée. Dans les coulisses, pourtant, une autre histoire commence à prendre de l'ampleur. Les livres, les confidences, les murmures de journalistes s'approchent d'une zone plus intime. Son couple avec François Hollande. Officiellement, rien ne doit fissurer l'image. Une candidate à l'Élysée ne peut pas laisser voir que sa maison brûle pendant qu'elle promet de gouverner le pays. Mais Paris sait écouter les portes fermées. Et certaines phrases, une fois lancées, ne reviennent jamais intactes. En 2007, Ségolène Royal poursuit les auteurs de La femme fatale, ouvrage qu'elle accuse de mêler indiscrétion, récit privé et attaque au moment le plus vulnérable de sa campagne. Le titre lui-même semble déjà un verdict. Trop fascinante, trop dangereuse, trop seule peut-être. Ce n'est plus seulement une bataille politique, c'est une lutte pour reprendre le contrôle de son propre récit. Le soir du second tour, Nicolas Sarkozy l'emporte. La France a vu une femme toucher les portes de l'Élysée, puis rester dehors. Mais la défaite électorale n'est que la première chute visible. L'autre, plus intime, attend encore d'être nommée. Et c'est souvent après les applaudissements que les vérités les plus brutales se permettent d'entrer. Juin 2007, à peine la poussière de la présidentielle retombée, une autre nouvelle traverse la scène publique avec la violence feutrée des révélations privées. Ségolène Royal et François Hollande se séparent. La formule paraît simple, presque administrative. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Non pas pour une simple fatigue du temps, non pas pour une usure ordinaire, mais parce qu'une autre femme est entrée dans l'histoire. Valérie Trierweiler, journaliste, présence longtemps discrète, bientôt impossible à ignorer. Ce nom devient alors bien plus qu'un nom. Il devient le symbole d'une humiliation publique, presque synchronisée avec la défaite politique. La cruauté du calendrier frappe les esprits. Royal vient de perdre l'Élysée. Elle perd aussi, aux yeux de tous, le compagnon qui avait accompagné l'essentiel de sa vie adulte. Dans une autre époque, on aurait peut-être parlé de dignité silencieuse. Mais la France politique adore les drames quand ils se jouent derrière des visages connus. On scrute les réactions, on compare les versions, on cherche dans chaque phrase un aveu, dans chaque sourire une revanche. Pour Royal, le risque est immense, être réduite à la femme quittée. Elle qui avait voulu imposer son autorité se retrouve menacée par un vieux piège narratif, celui qui rabat toujours les femmes de pouvoir sur leur vie sentimentale. Que reste-t-il d'une candidate historique quand la presse préfère compter ses blessures intimes plutôt que ses voix? Voilà le combat invisible qu'elle doit mener. Survivre non seulement à Sarkozy, mais au récit que les autres fabriquent autour d'elle. François Hollande, lui, poursuit son chemin. Avec cette capacité très française à transformer les tempêtes privées en épisodes secondaires d'une carrière publique. Quelques années plus tard, il entrera à l'Élysée. Valérie Trierweiler deviendra première dame sans titre officiel, comme Royal avait été compagne sans mariage. Dans cette symétrie étrange, quelque chose de la République se révèle. Ses institutions sont formelles, mais ses passions restent sauvages. Puis vient 2012, et l'ancienne blessure se rallume. Un simple tweet de Trierweiler, soutenant l'adversaire de Royal lors des législatives, suffit à rouvrir une guerre que personne n'avait vraiment refermée. Ce message, court comme une flèche, devient un événement national. Royal encaisse un revers électoral, mais surtout une nouvelle exposition de sa solitude. Était-ce une maladresse, une provocation, ou l'acte public d'une rivalité longtemps contenue? Elle ne disparaît pourtant pas. C'est peut-être là le trait le plus constant de Ségolène Royal.
Après chaque choc, elle revient. Pas toujours au même endroit, pas toujours avec la même aura, mais elle revient. Comme si la défaite, chez elle, ne fermait jamais complètement la porte. Elle laisse seulement passer un autre visage. Après 2012, Ségolène Royal comprend que la politique ne récompense pas seulement ceux qui gagnent, mais ceux qui savent rester visibles après avoir perdu. Elle n'a plus la même place, plus la même lumière, mais elle conserve cette faculté rare, redevenir un sujet. En France, certains responsables s'effacent après une défaite. Elle, au contraire, continue de provoquer des commentaires, des résistances, des fidélités. Son nom ne sort jamais vraiment de la pièce. En 2014, son retour au gouvernement comme ministre de l'écologie lui offre un nouveau décor. La cause semble taillée pour elle. Le climat, l'énergie, la transition, les territoires, cette idée d'une politique qui ne parle pas seulement au marché, mais aux générations futures. Royal y trouve une matière noble, presque présidentielle. Elle peut redevenir celle qui voit loin, celle qui relie le quotidien au destin collectif. Mais l'exercice du pouvoir a ses coulisses, et les coulisses, souvent, se vengent. Très vite, des récits circulent sur son autorité. On l'accuse d'imposer à ses collaborateurs des règles jugées excessives, presque monarchiques. Se lever quand elle entre, surveiller les tenues, contrôler les usages. L'image est dévastatrice, parce qu'elle touche un air ancien, cette accusation d'impérieuse, d'inflexible, de femme qui commande trop. Dans un ministère pourtant, l'autorité n'est pas une anomalie. Pourquoi devient-elle scandale lorsqu'elle porte des talons et parle d'une voix calme? Mais Ségolène Royal n'a jamais été seulement une technicienne. Elle gouverne avec une sensibilité très personnelle, parfois brillante, parfois déroutante. Cette singularité fait sa force et ses ennuis. Elle peut porter un dossier écologique avec conviction, puis se retrouver au centre d'une polémique culturelle. L'affaire Orelsan en est l'exemple le plus vif. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Elle corrige, nuance, attaque, reformule, mais se retire rarement. Son style agace parce qu'il ne cherche pas toujours l'apaisement. Il tranche, il insiste, il revient. Dans un paysage politique saturé de prudence, cette manière de tenir son rôle crée autant d'hostilité que d'admiration. À mesure que les années passent, Ségolène Royal cesse d'être seulement l'ancienne candidate de 2007. Elle devient une figure plus complexe, moins lisse, plus difficile à classer. Pionnière, mère, ministre, rivale, survivante, parfois accusée de rigidité, parfois saluée pour sa ténacité. Peut-on encore juger une telle trajectoire avec les catégories ordinaires de la réussite et de l'échec? Reste pourtant une zone que Royal protège davantage que les autres. Après Hollande, après Trierweiler, après les blessures publiques, sa vie sentimentale semble se tenir à distance du regard collectif. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. On les aperçoit ensemble lors d'événements, parfois en voyage, parfois dans ces lieux où les photographes comprennent avant les communiquer. Les images ne disent jamais tout, mais elles suggèrent assez pour que les récits s'emballent. Une complicité? Une amitié intellectuelle? Une histoire gardée loin du tumulte? Royal ne confirme pas. Elle laisse le silence travailler. Et dans une vie aussi exposée que la sienne, le silence devient une manière de reprendre possession du temps. Après les années Hollande, ce retrait apparent a quelque chose de stratégique, mais aussi de profondément humain. Comment aimer encore lorsque l'amour précédent a été disséqué par la presse? Comment laisser entrer quelqu'un dans une existence déjà chargée de tant de commentaires? Ségolène Royal sait mieux que d'autres que l'intime, chez les personnalités publiques, n'appartient jamais complètement à ceux qui le vivent. Il suffit d'une couverture, d'une phrase, d'un geste pour que le privé devienne matière nationale. Pendant environ 3 ans, selon ce qui circule alors,
La relation avec Bruno Coleman se construit hors du grand projecteur. Ce n'est pas une romance de conquête, mais une lente installation. Moins de fracas, plus de retenue. Moins de scènes, plus de présence. Peut-être est-ce cela qui intrigue le plus. Royal, que l'on a tant vu combattre, semble chercher ici non pas un adversaire, ni un miroir politique, mais une douceur. Puis, à la fin de 2023, l'image vient rompre l'attente. Ségolène Royal apparaît officiellement avec Bruno Coleman en couverture de Paris Match. La confirmation n'a pas besoin de longs discours. Elle tient dans une mise en scène maîtrisée, dans cette façon très française de rendre public ce que tout le monde croyait déjà savoir. Les rumeurs cessent alors d'être des rumeurs. Elles deviennent une page assumée. Ce moment est important parce qu'il déplace le regard. Royal n'est plus seulement raconté à travers la trahison, la rivalité ou la blessure. Elle se montre dans une autre lumière, celle d'une femme qui, après les défaites, les polémiques et les humiliations, accepte encore d'apparaître heureuse. Cela paraît simple, ce ne l'est pas. À son niveau d'exposition, le bonheur lui-même devient une déclaration. En 2025 et 2026, elle parle de cette relation avec une paix nouvelle. Elle évoque un homme tendre, des valeurs partagées, une forme d'accord profond. Les mots sont sobres, mais leur sobriété dit beaucoup. Chez Ségolène Royal, qui a souvent vécu sous le régime de la bataille, cette tendresse sonne presque comme un changement de saison. Le public, habitué à la voir affronter, découvre une femme qui ne cherche plus seulement à convaincre, mais à habiter une sérénité conquise. Il serait trop facile de réduire Ségolène Royal à une succession de scènes spectaculaires. Une candidature historique, une rupture publique, quelques polémiques bien rangées dans les archives médiatiques. Sa trajectoire est plus dérangeante que cela. Elle oblige à regarder une femme qui a franchi des seuils interdits, mais qui n'a jamais bénéficié de l'indulgence accordée à ceux qui les franchissent avec les codes attendus. En 2007, on lui reproche de ne pas assez chiffrer, de ne pas assez préciser, de ne pas assez rassurer. La critique n'est pas illégitime. Une présidentielle exige de la solidité. Mais la violence du procès tient à ce qu'il déborde vite la compétence pour atteindre la personne. Royal n'est pas seulement contestée. Elle est scrutée comme une anomalie. Trop maternelle pour être stratège, trop autoritaire pour être aimable, trop libre pour être crédible. À chaque étape, elle semble devoir répondre à des questions que ses rivaux masculins traversent plus légèrement. C'est là que naît son paradoxe. Ségolène Royal a voulu incarner une politique nouvelle, plus directe, plus sensible, presque verticale dans son rapport au peuple. Mais cette nouveauté s'est parfois retournée contre elle. Ses formules ont été jugées imprécises, ses intuitions suspectes, son rapport à l'autorité problématique. Elle promettait d'ouvrir les portes, on lui a reproché de trop tenir la clé. Elle parlait d'ordre juste, on l'a accusée de morale personnelle. Peut-on inventer un style sans être puni pour ne pas ressembler aux anciens? Ses adversaires ont souvent vu en elle une femme de mise en scène. Ses partisans, une pionnière maltraitée par une époque qui n'était pas prête. La vérité se situe sans doute dans cette zone moins confortable où les deux lectures se touchent. Royal a eu du flair, du courage, une capacité rare à sentir les mouvements souterrains de l'opinion. Elle a aussi commis des erreurs, parfois confondu l'instinct avec la stratégie, la force symbolique avec la précision nécessaire. C'est ce mélange qui la rend plus intéressante qu'une héroïne parfaite. Sa vie privée, elle aussi, a été lue comme un dossier politique. François Hollande n'a pas seulement été son compagnon. Il fut son miroir, son rival invisible, puis l'homme d'une blessure publique. Valérie Trierweiler n'a pas seulement été l'autre femme. Elle devint, à travers le regard médiatique, le visage d'une humiliation. Bruno Coleman, enfin, n'est pas seulement une histoire tardive. Il représente la possibilité d'une sortie du drame sans effacement du passé. Dans ce dernier mouvement, Royal retrouve quelque chose de profondément romanesque. Non pas le roman sucré des réconciliations faciles, mais celui d'une femme qui accepte d'être contradictoire. Elle peut être dure et vulnérable, brillante et maladroite, blessée et conquérante. Elle peut défendre les libertés tout en être accusée de les menacer. Elle peut parler d'amour après avoir été exposée dans la défaite. N'est-ce pas précisément cette tension qui empêche son image de se figer? Ségolène Royal n'a jamais été une silhouette simple enfermée dans une victoire ou une défaite. Elle fut l'élan, la faille, la controverse, puis cette femme capable de réapparaître là où on ne l'attendait plus. Entre Hollande,
Les blessures publiques et l'apaisement retrouvé auprès de Bruno Coleman, son histoire ressemble moins à une chute qu'à une traversée. Et peut-être est-ce là son vrai pouvoir. Laisser derrière elle une question que la France n'a jamais totalement résolue.